Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Dans quelques jours va s'élancer le grand rendez-vous de juillet, je parle bien évidemment du Tour de France, le Tour de France 2024 qui va s'élancer. C'est inédit d'Italie pour une arrivée également inédite à Nice. Pour la première fois on n'arrive pas à Paris, Jeux Olympiques oblige, et aussi toute la grande question après les 2 victoires de Pogačar, puis les 2 victoires de Vingegaard, qui remportera cette grande boucle. Il y a beaucoup de monde qui est au départ, et notamment justement ces 2 derniers vainqueurs. On va essayer, je veux pas dire de le savoir, puisque on ne peut pas prédire l'avenir, on va pas prédire ce qui va se passer pendant ces 21 étapes, mais essayer de voir un petit peu ce qu'il pourrait s'y passer, les forces en présence, et un petit peu ce à quoi on pourrait peut-être s'attendre sur ce Tour de France dans ce podcast. On va voir ça avec nos 3 chroniqueurs du jour. Théo pour commencer, salut Théo. Salut à tous, très heureux d'être là. Très heureux après la victoire d'Arnaud Delis sur le championnat de Belgique, évidemment. Et quelle victoire, c'était un très très beau moment. Magistral, et puis ça lui a fait du bien aussi certainement après de revenir comme ça, après avoir eu quelques périodes un petit peu compliquées après la maladie de Lyme. Pas évident. Ouais, tout à fait. Et on complète notre équipe avec Johan, salut Johan. Salut à tous. Alors, t'as réussi à te remettre du fait que Dorian Godon n'a pas joué sa propre carte sur le championnat de France, hein. Ouais, non, mais on est habitué au bout d'un moment, quoi. CG2R, ils veulent pas l'exploiter, c'est dommage. Bon, c'est allé sur un de ses coéquipiers, Paul Lapera, qui portera justement le maillot bleu-blanc-rouge sur ce Tour de France. Et on complète notre équipe avec Geoffrey, qui est allé, lui, vibrer pour Samuel Leroux, le coureur de Van Roubaix, qui a fait top 10 sur ce championnat de France. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Ouais. Bien vibré pour l'équipe Roubaix, le moment où il revient sur le final et quand il attaque, ça m'a bien fait vibrer sur le moment. Même si tu parlais du championnat de Belgique, c'est l'occasion d'évoquer l'Autocopéki. Il n'y aura pas beaucoup l'occasion de parler d'elle. C'est une tristesse ce championnat de Belgique. Championnat de Belgique, t'aurais pu avoir Sanekant, championne nationale, et on se retrouve avec Kopecky, tout le monde s'en fout. Nul. Elle en a déjà eu quelques-unes de Brabanson sur les podiums, Sanekant. Non, mais justement, elle aurait pu faire le double avec la route, ça aurait eu de la gueule, quoi. Voilà, comme ça on a cité du cyclocross, ça c'est bon, c'est fait pour Johan et Geoffrey. Voilà, avec tout ça, vous avez donc le programme. On parle bien évidemment du Tour de France qui commence samedi. Vous avez le programme, attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, on va évoquer un petit peu le parcours. On va pas non plus rentrer énormément dans le détail puisqu'on avait déjà pu le faire en octobre dernier. Je vous remettrai le lien du podcast qu'on avait fait à l'époque avec justement Geoffrey et Louis, et on avait pu interroger certaines parties prenantes, notamment Thierry Gouvenou et Vincent Lavenu par rapport au Tour de France Homme. Mais déjà comme ça, là, à quelques jours de ce Tour de France, maintenant qu'on a beaucoup plus le détail de ces 21 étapes, comment vous trouvez ce parcours du Tour de France? Tiens, Johan pour commencer. Pour prendre un élément de comparaison, moi ça me fait penser au parcours de 2014. Dans le sens où j'aime bien le tracé général, j'aime bien la première semaine, je me dis c'est bien, ils ont bien agencé tout ça. Et quand on arrive sur la montagne, je fais ouais, bon, c'est tout, c'est pas très intéressant. La montagne, on reste sur le côté, sur les étapes courtes, et puis ça arrive au sommet, et puis enfin, je sais pas, c'est pas très dynamique, ça pousse pas à grand chose. On a quand même une étape de montagne de presque 200 km, enfin, l'étape du plateau de Beille. Oui, c'est incroyable. Distance de course espoir, c'est fou. Non, mais je sais pas, il manque le truc pour que ça décolle, mais après j'aime bien le général du tracé, je vais prendre plaisir à voir les étapes. C'est juste que ouais, la montagne, c'est un peu sur les mêmes défauts qu'il y a eu ces dernières années, quoi. Théo, qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté de ce parcours du Tour de France? Je suis plutôt d'accord avec Johan. En fait, si je prends les étapes individuellement, une par une, surtout les 2 premières semaines, on va dire, il y a vraiment beaucoup d'étapes qui m'enthousiasment.
enfin où je suis enthousiaste vis-à-vis d'elle. Mais par contre, bah, on va dire pour le général au global et du coup la fin, la dernière semaine, la montagne, c'est vrai qu'on est dans les poncifs vraiment très classiques d'ASO et bah oui, c'est un peu dommage. Après, je sais pas ce que vont. Enfin, en fait, ça va dépendre aussi de comment se sont passées les 2 premières semaines pour voir un peu comment vont se jouer vont se courir un peu ces étapes-là. Parce que bon, si il y a des raids un peu de loin, ça peut toujours se faire. Moi, j'ai envie d'y croire, malgré tout. Bon, j'ai l'impression que ça rejoue un petit peu ce que Geoffrey, tu nous disais en octobre dernier. J'ai réécouté le podcast, j'ai noté que tu avais dit un parcours moyen, mais ça passe. C'est c'est toujours le cas? Ouais, parce que comme le disait Johan et Théo, sur les 2 premières semaines, il y a vraiment des trucs qui sont sympas, mais la montagne, globalement décevante. Les formats hyper courts à chaque fois, la spéciale, on met 70 bornes de plat avant d'atteindre l'école vers le plat d'AD. Au moins celle du plateau de Bay est un peu différente avec des cols qui sont mis beaucoup plus tôt et un début remonté, mais plus ça va, plus je suis perplexe par la portion de 100 bornes avec un seul col avant d'arriver au plateau de Bay, même si ça va forcément être une course de côte. Et les 2 dernières étapes avant le chrono de Nice, pas du tout hypé par ça. Oui, c'est un parcours qui joue beaucoup sur aussi l'aspect suspense en misant sur le fait que le tour se déciderait dans les derniers instants. C'est un petit peu ça, quoi. Ouais. Avec notamment c'est des étapes 19 et 20 qui se terminent au sommet, puis le contre-la-montre final entre Monaco et Nice qui en plus est un peu montagneux. Ouais, bah, s'il y a un des 2 gros favoris qui écrase tout et qui gagne au plateau de Bay avec 2 minutes d'avance sur le Dauphin, qui était déjà en jaune et qui se retrouve à la dernière journée de repos avec 5 ou 6 minutes d'avance au général, il va être bien suspense en dernière semaine. Ouais, Oui, donc, après, je me dis, pour la défense du parcours, dans ce genre de cas, je suis pas sûr qu'il y ait un parcours qui puisse empêcher ça d'arriver. S'il y a un gars qui est vraiment au-dessus de tout le monde et qui met 2 minutes ou 3 minutes à tout Si le monde. justement on met que de la plaine en dernière semaine, les étapes de gazier en 3e semaine, c'est ce qu'il y a de mieux depuis 3-4 ans sur le tour. Alors oui, mais il y aura toujours pas eu de suspense au général. Non, mais au moins la dernière semaine, elle est Ah oui, sympa. voilà, d'accord, ok. Oui, dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais là, on parlait du général et moi, j'étais pour le général. Je suis en mode, bah, Allez, si un on mec fait qui est trop fort, il y a un mec qui est trop fort. Point. Bah justement, on enlève toute la montagne, on met que des étapes pour gazier spécialisées. Ok, c'est pour classiques. Pedersen en fait. Mais Après, oui, franchement, Voilà, qui- Mats Pedersen vainqueur du tour, franchement, ça serait beau. Hein. Ah, moi, franchement, moi, mais moi, que je, des moi, je étapes- signe, hein, que je des signe. étapes Hein. de classique et un match entre Pedersen, Van Der Poel, Van Aert, De Ligt et des mecs comme ça pour le général. Van Riels, pardon. J'ai dit De Ligt pour toi quand même. Hein. Oui, mais Deli, je pense que non, quand même pas. mais oui, après c'est un peu l'aspect où le parcours à lui seul peut pas vraiment définir qu'une course sera à la fois avec du suspense et du spectacle. C'est un petit peu ça qu'on peut dire. Bah, surtout pour la partie suspense en fait. Je trouve Mhm. que il y a des étapes qui peuvent un peu engendrer par elles-mêmes, enfin, de par leur parcours, du spectacle. Mais ça sera vraiment du spectacle pour cette étape. Ça sera pas du spectacle genre général. Ça, le spectacle général, enfin, pour le classement général, ça, bah, ça dépend de ce qui s'est passé avant, de ce qu'il y a après, et de un peu bah, l'état de forme et les velléités de chaque coureur, quoi. Et puis suspense et spectacle sont pour moi pas nécessairement corrélés. Hein. Mhm. Ah non, Le tout à fait. tour, il y a quelques étapes de montagne du Tour 2012 qui étaient super intéressantes à suivre. Pourtant, le suspense sur le général, on se disait, sauf si Wiggins prend un éclat, de toute façon, avec le chrono de 50 bornes qu'il y a à la veille Oui. des paris, Oui, voilà. voilà. C'était pas. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des super étapes de montagne. Oui, bien sûr, bien sûr. Et à l'inverse, on a enfin, dans les années Froome, sans qu'il ait nécessairement une avance énorme en général, qu'est-ce qu'il y a eu comme étape où on s'est fait chier? Oui, ça c'était un peu la spécialité Sky, hein, on peut le dire ainsi. Et Movistar aussi. Aussi, ils ont bien aidé. Geoffrey, pour évoquer un point dont tu parlais, j'ai vu Marc Madiot qui disait dans une interview à l'équipe, le tour va être plié au bout de 3 ou 4 jours. Est-ce que tu y crois, à ce scénario où le tour est plié dès Valoir? Alors ouais, au bout de 4 jours, si Pogacar est en forme, parce que si Pogacar a déjà 4 minutes d'avance à Turin, là, il y a quand même... Oui, c'est pas sur l'étape de Turin que le vainqueur du tour prendra du temps. Ça... Ou alors, il fait tout péter dans une des côtes de 2e catégorie vers Rimini, il gagne la première étape avec 3 minutes d'avance,
On disait c'est le Giro qui va faire en rose du début à la fin. En fait, c'est qu'il va faire ça sur le tour. Ah bah, il y a peut-être moyen de le faire aussi, ouais. Non, mais c'est triste si le tour est plié parce que c'est pas non plus favorable à ce qu'un mec prenne de l'avance sur tout le monde, hein. Le Galibier, c'est dur, ça va exploser. T'as des gens ça peut finir un peu dispersé, mais normalement, t'as 6 bornes de grosses montées sur le Galibier. L'étape de Rimini, elle est monstrueuse, mais enfin, le dernier col, il est loin de l'arrivée, c'est pas les cols les plus durs. Si t'as vraiment un Pogacar qui part tout seul, qui met trop vite à tout le monde, c'est sur cette étape-là. Là, honnêtement, t'aurais pu mettre la planche de Belfi, c'était pareil, hein. Enfin, Mhm. c'est pas Ouais, il y a- le problème du parcours après, hein. Il y a peut-être un côté de ce que je me souviens de ce que vous disiez, Geoffrey et Louis, qui étaient avec nous aussi en octobre, au moment de la présentation du parcours du Tour. Il y a un peu ce côté de l'étape de Valoir permettra de faire un peu l'élimination, de savoir qui ne jouera pas le général. Et après, il faudra attendre d'arriver dans les Pyrénées avec Pla d'Alais et le plateau de Bay pour en savoir un peu plus au niveau du général. C'est peut-être un peu plus comme ça que ça Ouais. pourrait se passer. Et c'est ça, les deux premiers, ça va éliminer quelques coureurs. Valoir, ça va en éliminer beaucoup. Le chrono à côté de Dijon, ça va refaire du tri. Les chemins blancs à 3, peut-être. Les bordures, peut-être. Le massif central, non. Mais enfin, voilà, quoi, il y aura vraiment de l'élimination qui se fera. Et... C'est marrant, mais j'ai du mal à voir Valoir faire une très très grosse élimination. Enfin, évidemment, Ça dépend ça va éliminer, de. mais Ça dépend de dépend comment ça roule. Il y a quelques équipes qui ont de quoi bien bourriner vers l'Otaré, à voir s'ils auront vent de face ou pas dans la montée, et pour asphyxier tout le monde, et quand ils vont se retrouver sur le Galibier, ça va sauter dans tous les sens. Ça va Ok. bordurer dans le Lotaré avec UAE, là, comme ça, on est fort. ça va être terrible, c'est hein. vrai, mais c'est ça en fait. C'est limite, je m'attends plus à une sorte de bordure à moitié. Enfin, pas vraiment, mais. À l'accélération, ils se mettent sur le bas-côté de la route à la sortie du paravalanche. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet par rapport aux prétendants en général, ça serait quoi là où les étapes clés de ce Tour de France qu'est-ce que vous attendez particulièrement au niveau des étapes? Moi, j'attends de voir quand même la première étape, juste parce que elle m'intrigue beaucoup. Et je me dis qu'un genre il peut y avoir, alors je sais pas si un Pogacar va vraiment attaquer de loin, mais je me dis par exemple un Remco, ça peut être une étape où il veut tenter de partir de loin et tenter peut-être de prendre du temps. Enfin, je vois plein de scénarios qui peuvent être intéressants, donc j'ai hâte de la voir. Et sinon pour le général, bon, on en a parlé, plateau de Bay, je pense que c'est quand même la grosse étape, on va dire. Johan? Je sais pas, moi dans ma tête j'ai toutes les étapes pièges un peu. Donc la première, l'étape des chemins blancs, même Colombey, deux églises, à certains moments. Il y a plein d'étapes comme ça où je me dis ça peut bouger dans tous les sens et les autres, je sais pas, la montagne, je me dis pas ça va être c'est très décisif en fait. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est vrai qu'on voit on voit que c'est un peu décisif, mais qu'il y a quand même il se passe plus de choses quand même sur les étapes qui sont pas montagneuses, quoi. Parce Ouais, qu'il y c'est a quand que- même beaucoup d'étapes de montagne, donc ça va jouer un peu de partout. Donc je vois pas d'étape où ça va être la grosse étape où ça va tout partir de loin. Parce que je pense qu'il y aura déjà enfin, il y a des grosses différences de niveau entre les leaders, donc je pense que ça sera déjà joué d'assez loin. Donc je vois pas je sais pas, il y a pas Pogacar qui va attaquer dans la bonnette par Isola, quoi. Donc je sais pas. Bon, en tout cas, on peut dire qu'il n'y a peut-être pas forcément une étape reine qui se détache assez largement du reste, hein. Il y a quelques étapes de montagne, il y a quelques étapes de profil intermédiaire on peut voir du bordel un peu partout, mais il n'y a pas une étape qui est sur le papier largement plus redoutable que les autres. En fait, c'est pas simple de répondre, je trouve. Ça dépend. Ça dépend. C'est vrai qu'il n'y en a pas qu'une, en tout cas, qui en ressort, je trouve. Le chrono final presque, hein. Quand même assez dur, assez Bah, long, hein. ouais, il est là pour ça, en tout cas. Il est là un peu vraiment pour faire les différences finales s'il y a besoin d'en faire, quoi. Mais je Bon, sais pas. on verra si ça nous fait le même scénario que la dernière fois que le tour s'est fini par un chrono. On va rappeler que c'était en 89 avec Greg LeMond qui en a profité pour prendre la victoire face à Laurent Fignon. Mais il y aura quand même en tout cas belle matière pour faire des écarts, pour faire de la course auparavant, en montagne et en dehors de la montagne, bien évidemment. On va rentrer à présent dans l'aspect principal de ce podcast et de ce Tour de France, de l'arrivée de ce Tour de France. C'est
qui va remporter donc ce Tour de France. Après, donc, Tadej Pogačar 2020-2021, Jonas Vingegaard 2022-2023. On est quand même, Geoffrey, tu nous avais sorti la stat sur le forum, sur 3 Tours de France d'affilée où on a les 2 mêmes coureurs aux 2 premières places. Est-ce qu'on va avoir, cette année encore, un duel Pogačar-Vingegaard? C'est compliqué à dire parce que Vingegaard, on a 0 référence sur son état de forme. Si la ligne, c'est qu'a priori ça doit aller, parce que je vois pas l'intérêt d'amener un bluff pour qu'il prenne un éclat dès la première étape. Ouais, ou que chez Jumbo, c'est le désastre, ils ont plus personne aussi. Hein, mais... Oui, c'est sûr que chez Visma Lease Bike, qui a encore perdu Sepp Kuss là, ces derniers jours, qui est pas bien remis d'un Covid au début du mois, bon, c'est compliqué. Il y a que Matteo Jorgensen qui est passé à travers les gouttes, mais on va rappeler que Jonas Vingegaard, qui avait été victime d'une lourde chute sur le Tour du Pays Basque, a été victime quand même d'un pneumothorax, contusion pulmonaire et fracture de la clavicule gauche. Et donc, bon, lui-même dit qu'il est peut-être pas forcément à 100% avec son équipe. C'est vrai qu'ils ont perdu en plus Van Baarle, ils ont perdu Kruijswijk. Tu dis que Matteo Jorgensen est passé entre les gouttes, ça se trouve, il va se faire la clavicule en allant sur le podium pour la présentation jeudi soir. Je ne souhaite pas. Ah oui, non là, quand même... Si franchement. Mais ouais, en tout cas, bon, t'es pas extrêmement confiant par rapport à Jonas Vingegaard déjà? Bah, il n'y a rien qui laisse être spécialement confiant, mais je vois pas une équipe comme Visma l'aligner juste pour l'aligner, alors que bah, s'il est pas bien, on le verra dès la première étape. Il n'y a pas nécessairement perdre le tour dès la première étape, mais on le verra dès la première et c'est pas les 2 jours suivants, enfin le lendemain vers Bologne, s'il est pas bien, il perdra quelques secondes dans la montée de San Luca et c'est pas la petite randonnée dans la plaine du Pô qui va le retaper avant d'aller affronter le Galibier. Après, entre guillemets, est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect qui fait que ce parcours du Tour de France, c'est finalement pas plus mal pour Vingegaard, le fait que, en dehors de l'étape de Valoir du Galibier, mais entre guillemets, il n'y a que le Galibier par le Lotaré via Briançon, ça commence vraiment tard, quand même, avec la 14e étape au Plat d'Alais. Est-ce Il que y a ça peut quand pas même l'aider pour monter en condition petit à petit? par rapport à la montagne, oui, mais il y a beaucoup d'occasions où il y a du temps qui peut être perdu avant et j'espère que collectivement ils seront plus sereins sur les chemins blancs que ce qu'ils étaient sur les pavés il y a 2 ans. Ah bah, ils pourront pas être moins bien organisés, ça. Johan, comment tu le vois, ce duel qu'on attendait en début de saison entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, qui a peut-être pris un peu du plomb dans l'aile par rapport aux différents événements qu'il y a eu? Comment tu vois ça, toi, à quelques jours du départ du Tour? Bah, pour moi, Vingegaard est tellement ridiculement fort sur le dernier Tour de France que je vois pas comment il pourrait pas être au-dessus du reste de la mêlée sur ce Tour de France. Et par contre, le problème, à mon avis, c'est que Pogačar va être encore plus ridicule dans sa démesure. Donc, je suis pas sûr qu'il y aura un duel. Je suis pas convaincu qu'il y aura un duel. Mais des coureurs qui se blessent au niveau du Liège-Bastogne-Liège, sur du Pays Basque, même gravement, et qui reviennent après très en forme sur le Tour de France, on a déjà vu ça régulièrement. Donc, je suis pas forcément Bah, hyper inquiet. c'est un petit peu ce qui s'était passé pour Pogačar l'an dernier, et il s'est fait battre sur le Tour de Ou France. c'était moins grave quand même, Pogačar. Oui, mais Mais oui, oui. de fait, il était arrivé sans avoir couru auparavant, parce qu'il avait, je crois, fracture du poignet pour Pogačar. Donc certes, c'est moins lourd comme blessure que ce qu'a eu Vingegaard cette année, mais Vingegaard arrive avec autant de jours de course restants que Pogačar l'an dernier, à savoir 0. Oui, voilà, je sais pas à quel point Vingegaard sera fort dès le début du tour, mais je suis plutôt de l'avis des gens qui voient Vingegaard être le plus fort en montagne sur les derniers jours du Tour de France. Donc, je le vois quand même être largement au-dessus du reste de la mêlée derrière Pogačar. Je sais pas s'il y aura un duel, mais en tout cas, je pense qu'il sera en forme. Ok, donc ça sera plutôt la balance qui penchera plutôt côté Vingegaard, peut-être plutôt vers la fin pour toi, avec en profitant de d'avancer dans ce Tour de France pour reprendre un peu en condition. Théo, qu'est-ce que tu en dirais toi entre Pogačar et Vingegaard, ce duel qu'on a eu, ça fait 3 ans qu'on l'a eu. Bah, moi j'aurais tendance à penser que vraiment, enfin, comme un peu ça a été dit, ils avancent masqués en fait, la Jumbo. Ils veulent pas dire qu'il est bien, etc., parce que ça soulage un peu de pression et c'est déjà ça de gagner. Et je pense réellement c'est leur objectif et il sera en forme. Après, voilà, est-ce qu'il va réussir à rentrer dans la caste de Pogačar? C'est ça la question.
Parce que sinon, pour le reste, je suis d'accord avec Johan. Pour moi, s'il est là, c'est acquis qu'il soit au moins en bonne forme et du coup, il sera probablement au-dessus de la mêlée. Mais en question de duel, bah, moi, j'aurais tendance à dire que oui. Voilà, mais c'est pas du tout certain. Mais t'imagines, il est en super forme et au Galibier, c'est lui qui gagne à Valois, là. La déprime, elle est absolue. Hein. Oui. Ouais, c'est-à-dire dans le sens où un mec qui s'est tapé des blessures comme ça, il arrive à être aussi fort dès sa reprise. C'est comme ça que que Oui, et tu... puis si déjà à ce moment-là, il est ultra fort, tu dis qu'il va finir le tour vraiment hyper tranquillement. Donc, Bah, c'est ça, ouais. C'est plus par rapport à que c'est censé être le meilleur en pure montagne et s'il est déjà meilleur, genre à Valoir, bah, qu'est-ce que ça sera dans 2 semaines, quoi. Mhm. genre, t'imagines Vingegaard, la forme du chrono de Domancy, là, qui fait ça sur le chrono de Nice. Oh, mon Dieu, mais. Il met 2 minutes à Remco. Ça, t'as le troisième de l'étape à 8 minutes, toi, tu fais qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, ça c'est sûr que ça, Et c'est quelque chose qui peut arriver. ça serait particulier, ouais. Bon après, est-ce que vous y croyez justement un peu aux déclarations qu'on a pu avoir, notamment de la direction de Visma Leasebike qui dit que Vingegaard n'est pas forcément à 100%, mais qu'il valait mieux le mettre sur le Tour de France, hein. Non, mais c'est de la com, ça, évidemment. La com, Ils ont tout intérêt à dire ça. parce que Ça s'ils disent leur qu'il coûte est en... littéralement rien. Pardon. et surtout s'ils disent qu'il est en pleine forme et qu'il se prend un tir parce qu'il se rend compte qu'avec la compétition ça va pas, ils vont tous reprendre sur la tronche. Oui, c'est une manière d'avancer prudemment et de se dire, bon, on vise un bon résultat, c'est ce qu'ils disent officiellement, un bon résultat, et puis on verra bien ce que ça Franchement, donnera. si Vingegaard s'est passé dans les 3 premiers d'un col de première catégorie et Van Aert faire 10e d'une étape, ils ont réussi leur tour. Non, mais ils sont presque là dans C'est leur vrai que leur saison, communication. elle est tellement ratée elle est tellement malchanceuse que je pense que ils en Ouais, sont pas loin de ça. alors pour le coup, je pense que n'importe laquelle des équipes World Tour, sauf les 3-4 premières, aimerait avoir une saison ratée comme la saison de Ah Visma. bah, évidemment. Mais Ah ça, oui. pour les standards de Visma, c'est une saison extrêmement ratée. Oui, oui, ça. J'étais tombé sur un article hier ou avant-hier par rapport aux équipes qui développent tout un tas de data et tout. Il y avait un data analyst qui disait bah, on prévoit tout ce qui peut se passer sur les autres équipes. Bon, par contre, Visma Is the Bike, leur chute, on n'a pas pu la prévoir cette année, hein. C'est- il aurait tombé tellement sur la tronche que forcément c'est compliqué. En partant de tellement haut, avec l'année dernière, on rappelle quand même les trois grands tours remportés. Bon, là, ils arrivent sur ce Tour de France un petit peu moins en confiance, on va dire. Euh, et du coup, bon, si on a un Jonas Vingegaard qui arrive, allez, peut-être un petit peu dans le doute par rapport au fait qu'il n'a pas couru depuis sa chute au Tour du Pays Basque, qu'est-ce qu'on peut dire de Tadej Pogacar? C'est le grand favori au-dessus de Vingegaard peut-être? Bah, compte tenu de ce début de saison 2024, oui. Parce que bah, il est passé au travers des blessures. Enfin, globalement, il apporte beaucoup, beaucoup plus d'assurance que Vingegaard. Et donc, de ce fait, vu que c'est un peu les deux meilleurs, c'est lui le grand favori. C'était bien, on a pu voir son stage d'entraînement télévisé là, au mois de mai. Donc, a priori, c'est en super forme. Hein. Il a pris les couleurs comme ça en Italie. Il faisait des petites sessions Insta et tout, c'était bien quoi. Mais c'est vrai que autour de Tadej Pogacar, il y a aussi la question de est-ce qu'il va être le coureur qui va enfin réussir, là, 26 ans après, à faire le doublé Giro Tour de France dans une même saison? Ah bah il y a tous les signes dans le bon sens. Là, c'est quand même dur de faire mieux dans le genre. Et surtout si on regarde des résultats qu'il a en général, puisque on pouvait se faire l'année dernière la remarque sur Vingegaard qui gagnait tout. Pogacar, à part Milan-San Remo, il a gagné toutes les courses qu'il a fait. Oui. Donc il y a de quoi être bien en confiance. Et puis, il gagne pas à moitié, hein. Le Giro, c'est 6 étapes, presque 10 minutes d'avance. Ouais, enfin, Bon, la Catalogne, pareil, il gagne la moitié des étapes. Bon, Liège, il a seulement Stradé, 14 victoires d'étape. Ouais. En combien? En 30 jours de course? Ouais, 31 jours de course, 14 victoires d'étape, c'est-à-dire que Voilà. son record étant l'année dernière à 17. eh ben voilà, il l'a battu à la fin de la première semaine.
C'est-à-dire quoi Bah, au chrono, hein. Valoir, le chrono et les chemins blancs, ça fait 3 étapes. Ouais, bah, Bah ouais, moi j'aurais rajouté Bologne. Allez. Bah, Tu peux mettre Bologne, même, oui. tu peux même mettre Rimini. Hein, c'est bon. Bah, Oui, s'il y a peut- 5 étapes en première semaine, Ouais, non. Ah, on s'était Non, posé mais- la question sur le Giro, est-ce qu'il va voir le rose du début à la fin? Au final, il l'a pas eu, donc on va pas non plus imaginer autant de succès pour le Tour de France sur Pogacar, sachant qu'on a une concurrence qui sera encore plus redoutable. Non, mais j'ai souvenir du Giro en première semaine, l'étape où il y a Geraint Thomas qui attaque dans le final. Là, s'il y a une étape où, dans un final d'étape, sur le plat, sans raison apparente, il y a Mathieu Van Der Poel qui décide d'attaquer, il est capable de suivre Pogacar. Bah oui. Hein. Pas l'étape. Il a bien tenté d'attaquer sur les champs l'année dernière, il y a 2 ans. Donc bon, Stop, le coup du kilomètre à Dijon, il n'y a personne qui le voit venir celui-là. Ça serait pas mal d'avoir à nouveau un coup du kilomètre, même si bon là, à Dijon, ça va être quand même assez rectiligne. il n'y a pas de pavé à Dijon pour sortir. Ouais, après, pourquoi pas sur l'étape de Colombey les deux églises, qui sera pas évidente. Mais bon, Voilà. il y aura Par tellement. contre, faudra anticiper dans cette étape-là, hein, parce que Oui. c'est pas évident pour le peloton en général, mais c'est pas dans le final qu'on va faire la différence, hein. Oui, oui. La longue nationale jusqu'à l'arrivée, elle permet pas les attaques. Mais tout ce qui est avant permet vraiment une grosse échappée de mettre un beau bazar. Bon, après, on s'est mis à parler un petit peu des étapes en première semaine de Pogacar qui pourrait attaquer limite un peu n'importe où. Sur le reste du parcours, il n'y a pas. Enfin, il y a aucune inquiétude pour Pogacar sur le papier. enfin, Bah, de base, il n'y a pas si, d'inquiétude pour enfin, non. Pogacar. Si, il y a le côté, son équipe est nulle de chez nulle sur les étapes de plaine. Parce que c'est globalement, c'est Polite, tu tiens la baraque ou sinon c'est le bazar, quoi. Il y a Wellens. Ouais, Wayne, c'est pareil, il va être au feu et au moulin un peu partout. Donc, ils ont Polite quand même. Oui, bah, oui, ça, mais c'est- oui, t'as 2 coureurs en fait. Tu vas te retrouver dans vers Saint-Amand-Moron à te faire bordurer avec 2 mecs qui doivent tenir toute la journée si ça roule pendant 4 heures non-stop dans le vent. Enfin, T'es Oui, pas prêt pour l'étape de Saint-Amand-Montrond, c'est Polite qui initie la bordure avec Pogacar dans la roue. oui, mais c'est sûr que c'est sûr que c'est pas Almeida, Sivakov et Soleil qui vont qui vont venir protéger et créer la bordure, remonter Pogacar. parce que Saint-Amand-Moron, ça fera une semaine que Poit et Wayne, ils seront de tous les côtés à remonter Pogacar tous les sens. Peut-être ils sont raides, hein. Donc pour toi, Yohan, à la limite, le seul point faible qu'on pourrait citer pour Pogacar, c'est son équipe qui est trop axée montagne. Qui est trop axé. J'ai mis 4 leaders empilés aux côtés de Pogacar, quoi. Donc, en plus, c'est des leaders qui ont tendance à traîner en queue de peloton. C'est pas, c'est pas très intelligent de faire équipier. Mais non, mais son équipe, elle est. Enfin, au Giro était très bien construite. Là, au Tour de France, elle est très mal construite parce qu'ils ont empilé les noms sans trop réfléchir à ce qui se faisait, quoi. Heureusement qu'il y a Polite au milieu du bazar parce que sinon, c'est compliqué. Mais Est-ce qu'il n'y a pas un côté, c'était pour se dire, bon bah, Visma, ça fait l'année dernière, ils étaient très costauds, là maintenant on va mettre tout le monde, et puis on va les bastonner en montagne. ça change rien. De toute façon, dès que ça pétait, les deux, ils étaient tout seuls. Donc le fait d'avoir 3 équipiers qui pourraient faire podium individuellement, Mais ils Ça- vont avoir le même rôle. Ils vont devoir rouler au même moment. Enfin, ça sert à C'est rien. un peu ça le problème. Hein. C'est que, et surtout, on a vu là, Yates et Almeida, ils ont à peu près le même niveau. Hein. Donc vraiment, c'est Ouais, mais juste. il y a une complémentarité. Yates va rouler, il va mettre Almeida dans le rouge qui va être distancé, puis Almeida va revenir au train, puis il pourra relayer après. Mais non, bah oui, mais en fait, le truc, c'est que Almeida, il va lâcher, mais il va retomber sur Yates qui lui aura lâché. Mais il va pas retomber sur Pogacar, c'est ça le problème. Almeida, ça va être le leader des coéquipiers de UAE qui sont distancés. C'est ça, en début de- exactement. c'est vrai que oui, ça va être un peu, petite interrogation de voir comment est-ce que ça va s'organiser chez UAE, parce que c'est pas mal de coureurs qui... Combien vont-ils en mettre dans le top 10 au final? Oui, voilà, mais bon, s'ils sont 4 dans le top 10 et que Pogacar finit deuxième, le Tour de France, il est peut-être raté, quoi, pour l'équipe. Ah bah, C'est il une sera très raté, belle oui. équipe pour le classement par équipe. C'est une très belle Est-ce- équipe, quand même. J'allais justement me dire, est-ce qu'ils ont déjà gagné le classement par équipe UAE? On va aller voir ça, mais je suis pas Et- sûr, parce que c'était pas forcément leur... C'est plus Ineos, non, ces derniers temps. Parce que Pogacar, Non, ils l'ont pas gagné.
Pogacar a déjà été meilleur grimpeur, il a déjà gagné le Tour, il a déjà été maillot blanc. Maillot vert, a priori, c'est compliqué, mais dossard jaune, c'est peut-être ça son grand objectif de l'année. Le mieux qu'ils aient fait, c'est deuxième à l'année dernière. Eh ben voilà. Voilà. Il y a une marge d'amélioration. Après, le problème pour eux, c'est qu'il va y avoir Ineos qui va partir en échappée tout le temps. Et, ouais. Bon, pour revenir sur Tadej Pogacar, dans l'ensemble, c'est donc le grand favori. Et le fait d'avoir couru le Giro, il n'y a pas d'inquiétude à se dire ça peut lui rester un peu dans les jambes. Bah, en général, on a tendance à dire ça pour les coureurs qui sont mis mal pendant le Giro, qui se sont acharnés pendant 3 semaines pour gagner la course. Ce qui n'a pas été le cas de Pogacar. Parce Tout à fait. qu'il gagne avec 10 minutes d'avance et il donne l'impression qu'il aurait pu faire encore plus d'écart. Ouais, c'est quand même terrible de se dire ça, hein, mais oui. Puis, bon. Après, on a vu Pogacar qui disait, je crois, justement aujourd'hui, ce mercredi, sur le site de son équipe, ma forme est encore meilleure que ça à quoi je m'attendais. Pour être honnête, je ne me suis jamais senti aussi bien sur le vélo. Ouais, mais c'est comme ce qu'on disait pour Visma avant. Faut pas les écouter parce qu'ils disent à chaque fois qu'ils n'ont pas le niveau. Pogacar, il a toujours un niveau de tueur où il va écraser tout le monde. Donc Pogacar fait du Pogacar et Mais je suis sûr que si on va retrouver les interviews de l'étape du col de Granon il y a 2 ans, il doit avoir quelque chose qui est pas loin de ça dans l'idée. Donc, bon. bon, en tout cas, il a l'air confiant, en tout cas pour à quelques jours du départ du Tour de France. En même temps, il n'allait pas dire ouais, finalement, je me sens pas top, j'ai laissé ma place à Domen Novak. Ah, champion de Slovénie quand même. Bon, en tout cas, donc, bon, Tadej Pogacar qui est plutôt confiant, qui n'aura donc pas le maillot de champion de Slovénie, et qui d'ailleurs ne peut plus porter le maillot blanc hein, depuis cette saison. Ça va lui faire tout bizarre de voir quelqu'un d'autre monter sur le podium pour le maillot blanc à chaque fin d'étape, disant bah c'est moi. Non, c'est plus toi, Tadej, maintenant il faut aller à l'hôtel. Donc voilà, bon, peut-être que ça jouera, même si bon, il en est tellement habitué de. Maillot jaune le premier jour, donc je sais pas si ça changera. Oui, voilà, ça peut peut-être finir comme ça. Puis bon, on a bien vu sur le Giro, il s'est tapé 19 fins d'étape, enfin 20 fins d'étape dans la dernière avec le maillot rose. Donc bon, pas trop non plus à s'inquiéter. Ça, si ça se trouve, s'il récupère pas le maillot le premier jour, il va aller par réflexe à la cérémonie protocolaire en attendant qu'on l'appelle, alors qu'en fait, il a pas à être là. Peut-être, hein. Et à tous les coups, il sera nommé super combatif de l'étape. Hein. Bref, bon, on a pas mal parlé de Pogacar-Vingegaard parce que bon, c'est le duel qu'on a eu ces 3 dernières années et qu'on va peut-être avoir à nouveau sur ce Tour de France. Déjà, est-ce que on va avoir seulement Pogacar-Vingegaard ou derrière il y a des coureurs qui peuvent venir les embêter et en premier lieu les noms les plus médiatiques, on va dire, ça serait Primož Roglic et Remco Evenepoel. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Primož Roglic et Remco Evenepoel sur ce Tour de France? Troisième. Moi, j'ai envie de croire à Roglic. On en parlera peut-être dans les pronos, mais je me dis que il va faire du Roglic, il va tenter de suivre et gratter du temps. Sur le punch final, pas trop face à Pogacar, mais sur les chronos, peut-être s'il est en grosse forme. Enfin, je me dis un Roglic, ça peut tenter. Alors, selon le niveau, hein, si vraiment le niveau de Pogacar et Vingegaard sont vraiment stratosphériques, bon, bah, il jouera la 3e place, hein, mais je me dis que voilà, il prépare, il commence à se faire vieux, il lui en reste plus beaucoup, donc je pense qu'il donne tout pour ce Tour de France. Johan, qu'est-ce que tu vois? Alors déjà pour Primož Roglic, Théo a visiblement confiance en lui. Est-ce que tu as confiance en Primož Roglic? Spécialement, enfin, je vois pas pourquoi ce serait un cours particulièrement différent du reste de la mêlée. Donc là, en plus, il va se faire bouffer un peu sur les finales de montée de col. Donc oui, il sera là, il jouera le podium comme 7-8 autres. Donc c'est-à-dire que pour toi sur le papier, on a Pogacar, Vingegaard qui occuperont sur le papier à nouveau la première, deuxième place. Reste à savoir dans quel ordre. Vingegaard, ça reste à voir après, mais s'il est au niveau, il sera deuxième ou premier. Mais du coup derrière, ça peut être très ouvert. Derrière, c'est hyper ouvert. Après, c'est un peu ouvert entre 3-4 équipes, mais c'est un des 12 coureurs du AE qui viennent sur le Tour de France, là, peut être un d'eux.
T'as Ineos, t'as beaucoup de monde, t'as Roglic. Evenepoel, j'y crois pas, mais voilà. Pourquoi tu crois pas en Remco Evenepoel, justement? Bah déjà parce qu'il est pas très très en forme dans ses déclarations et puis ce qu'on a vu en course. Pour faire plaisir aux anti-Vuelta, il a toujours pas fini grand tour. Voilà. Oui, le running gag classique, la Vuelta n'est pas un grand tour, pour ceux qui auraient manqué Oui, voilà. le running gag. Mais même de manière générale par rapport à ça, il y a quand même de manque de référence d'Evenepoel en montagne sur une troisième semaine, sur de la haute montagne. Enfin, il n'y a pas beaucoup ça, on n'a pas eu beaucoup ça, donc faut voir ce que ça donne. Donc il y a plein d'incertitudes sur Evenepoel qui font que, ne serait-ce que son niveau en montagne face à d'autres coureurs, hein, de manière générale, hein, qui font que c'est compliqué de le voir exactement sur le podium. Mhm. Les chronos sont bien pour lui cette année, mais ça, à côté de ça, il y a quand même plein d'incertitudes sur le reste, quoi. On va rappeler hein, que Remco Evenepoel avait été lui aussi pris dans la grosse chute au Tour du Pays Basque. Il avait été victime d'une fracture de la clavicule droite et de l'omoplate droite. Il s'est fait tout le côté. Mais lui était revenu déjà sur le critérium du Dauphiné. Il a remporté le chrono et fini 7ème du classement général. Il avait été un petit peu distancié sur les étapes de montagne. Mais justement, c'est peut-être cet aspect-là qui... Le fait de l'avoir en plus pas vu extrêmement bien en montagne sur le Dauphiné, qui te fait pas avoir beaucoup confiance en Remco Evenepoel sur ce Tour de France. Oui, ça, après, même de manière générale, c'est quand même un coureur qui, dans la mêlée, pour moi, sur les grands tours, en tout cas de ce qu'on a vu sur son début de carrière. Peut-être que ça va changer sur ce Tour de France, mais je crois pas qu'il arrive dans les meilleures conditions pour qu'il prenne une autre ampleur sur les grands tours, sur ce Tour de France-là. On verra, hein. Bon, en tout cas, on voit aussi que Remco Evenepoel arrive lui aussi assez prudent sur ce Tour de France. Il dit qu'il n'a pas pu, justement, notamment à l'entraînement, il a dit je n'ai pas pu faire 100% de ce que je voulais. Donc voilà, il a dit la première semaine, je serai plus prudent que ce que je suis sur les classiques. Il va falloir que je regarde autour de moi de ce qui se passe, comment la course se fait et se développe. Bon, il n'arrive pas non plus à dire poussez-vous, je vais gagner. Donc il arrive doucement pour son premier Tour de France, on le rappelle, Remco Evenepoel. Geoffrey, un petit mot sur Remco Evenepoel. Est-ce que toi tu penses qu'il peut se mêler à la lutte, contrairement à ce qu'imagine Johan, derrière Vingegaard et Pogacar? Se mêler à la lutte derrière, oui. Se mêler à la lutte avec, j'ai du mal à y croire. Après, de toute façon, Euh, visiblement, j'ai l'impression que tu vois aucun coureur se mêler à la lutte avec Vingegaard et Pogacar. alors, j'en vois aucun, mais j'espère tellement avoir tort. Je souhaite pas de pépin physique à Vingegaard ou à Pogacar, mais franchement, ces dernières années, la fin du Tour, la lutte pour le maillot jaune, m'ennuyait. Hmm. Enfin, le duel Vingegaard-Pogacar, il est sympa pour le côté statistique, parce que deux mecs comme ça au-dessus du lot, on a... Enfin, les deux mêmes mecs qui sont au-dessus du lot, avec un tel écart sur le reste, on n'a jamais vu ça avec une telle continuité, mais en soi, c'est un duel qui m'intéresse pas plus que ça. Oui, Donc, peut-être aussi par le fait que c'est trop récurrent et que ça serait pas mal d'avoir aussi un petit peu d'autres coureurs qui viennent se ouais, mêler à la lutte. qui que ce soit qui vient se mêler à la lutte, franchement, je prends. Bah, c'est ça pour briser la monotonie en fait. C'est c'est qu'il y a quand même, voilà, il y a une redondance, année après année et la lassitude, bah, finalement elle est ressentie. Alors je pense, j'imagine pour plutôt les suiveurs comme nous qui regardons quand même beaucoup de vélo, mais malgré tout elle commence à se faire ressentir globalement et ouais, c'est sûr que c'est aussi pour ça que moi j'ai envie de croire à un Roglic ou même à un Remco, à d'autres personnes qui viennent se mêler à la lutte juste parce que, bah, je sais que je préférerais que ça se passe comme ça et donc bah, je mets un peu de mes espoirs, dans mes pronos, quoi. Donc j'ai cité Roglic et Evenepoel en priorité, parce que c'est les deux noms les plus médiatiques un petit peu, on va dire. Euh, En dehors de Roglic et Evenepoel, qu'est-ce que vous attendez notamment, que ce soit pour faire troisième ou peut-être pour faire mieux, pour venir un moment, jouer quelque chose, embêter un peu Pogacar, Vingegaard peut-être, en fonction du scénario. Jorgensen. Jorgensen, toi, Bah, je me dis si Vingegaard, il a un peu de moins bien, sincèrement Jorgensen, ça peut être un c'est vraiment, je pense, celui que je peux limite, c'est celui que je vois le plus être, 3e ou jouer avec les 2 autres. Enfin, ce Euh, qu'il fait actuellement, c'est quand même très impressionnant
il est vraiment pas loin de leur niveau. Moi, j'aurais dit Adam Yates. Donc, c'est te dire si le duel UAE Jumbo, enfin UAE Visma me motive. Oui, donc ça continue avec un UE, un Visma. Bon, Adam Yates qui pourrait. Alors, si on a Adam Yates qui fait troisième derrière Pogacar et Vingegaard, là, les 1, 2, 3 qui sont les mêmes 2 années consécutives, Geoffrey, je pense que ça te fera encore une stat à aller chercher. Non, de 2000-2001, Armstrong, enfin non attribué, Ulrich Bellocchi. Voilà, bah la stat est déjà cherchée, comme ça. Mais oui, bon, ça, au niveau de la nouveauté, un petit peu, ça serait bon, un petit peu embêtant, comme vous l'avez dit un petit peu avant ça. Mais Et vu tous les scénarios de course sur Alice qu'on a fait depuis le début, Vingegaard qui est pas bien, il s'en rend compte, il abandonne. Pogacar qui se fait la clavicule, qui abandonne. On se retrouve, le tour, c'est un duel entre Adam Yates et Matteo Jorgensen. ah bah là, ça ferait de la nouveauté, de l'innovation. Là, il y aurait Roglic, là. Il peut gagner, là. Non, mais tout à l'heure, tu disais Roglic, il va faire une Roglic. Le Roglic qui fait une Roglic, c'est à un moment, il a une chute, on sait pas trop comment, pourquoi. Bah, ça dépend. Imagine, c'est un Roglic Vuelta. Non, Et mais hop. on est sur un grand tour, là, quand même. Évidemment, c'était genre, je t'ai tendu la perche, donc c'était normal. Bon, cela dit, le Roglic, tracé de la dernière ouais. semaine, il a de quoi être en confiance sur le côté Vuelta, hein, avec que les courses de côte, ou presque. Non, mais il y a le chrono le dernier jour, donc il va partir avec un casque moche et puis il va perdre la course. Oh, le casque moche, il l'aura dès le départ, hein. Avec, avec Red Bull qui arrive, le nouveau premier sponsor de Red Bull, Bora Hansgrohe, et le maillot tout bleu parce que ils ont plus d'argent pour acheter un designer, ils ont tout mis dans le recrutement. Après, en Oui, ce soi, maillot-là. les premiers maillots de Bora, ils étaient noirs complètement unis avec juste les sponsors dessus. Certes, à l'époque Ça Bora. veut pas dire bon. qu'ils étaient bien, hein. Oui, voilà. C'est pas parce c'est pas parce que tu vas sur Paint, tu fais pot de peinture et puis hop, t'as ton maillot que c'est réussi. Mais bon, ça, c'est autre chose encore. Je m'étais noté quelques coureurs quand même en dehors de UAE et Visma Lease the Bike. Je m'étais noté du Carlos Rodriguez notamment, qui a fait 4ème du Dauphiné, qui a remporté le Tour de Romandie. Je m'étais noté aussi Egan Bernal du côté d'Ineos. On a la Bahreïn avec Buitrago et Bilbao. On a Henrik Mas chez Movistar, Simon Yates chez Jayco, Félix Gall chez Decathlon, Richard Carapace chez IF. Avec tout ça, est-ce qu'il y a des noms des coureurs qui vous semblent intéressants pour ce Tour de France? Ineos, ils ont de quoi être en confiance, on va les voir bien rouler dans les étapes de montagne. Ineos, c'est terrible parce qu'ils ont l'équipe parfaite pour mettre le bazar, avoir des cours tout le temps dans les échappées. T'envoies un coup Bernal, un coup Pitcock, un coup Carlos Rodriguez, même Lance de plus. Enfin, tu peux t'amuser à vraiment Mais ils feront pas ça. mettre le feu. Mais ça fait des années qu'ils sont pitoyables sur la tactique de course et qu'ils vont se faire bouffer par les autres, quoi. Oui, c'est sûr que c'est pas sur la tactique de course qu'ils sont les meilleurs, hein. C'est dommage parce que ça avait été le cas par moment. Oui, ça, mais. Non, mais en fait, on en revient à ce je crois que j'avais dit, on avait dit il y a plusieurs années, c'est qu'il n'y a plus Nicolas Portal et Bah oui, ça qu'il savait faire des tactiques de course, quoi. c'est malheureux, mais c'est Ouais. c'est quand même un élément qui était important déjà dans les victoires de Christopher Froome, puis aussi les quelques coups tactiques qu'il pouvait y avoir à cette époque, et il n'y a personne visiblement qui a pu reprendre le flambeau un petit peu pour tenter quelque chose, faire des tactiques un petit peu audacieuses. Voilà. C'est sûr qu'à force, si on dit Ineos, alors Ineos, ils ont deux coureurs qui peuvent faire podium loin derrière, mais on va les voir tous les jours rouler parce que personne ne va vouloir rouler. Bon, bah, c'est quand même dommage, quoi. c'est c'est un petit peu dommage, mais bon. Mais sinon, individuellement, qu'est-ce que... Tous ceux que tu as évoqués, à part peut-être Carapace, même si j'y crois moyen, c'est des coureurs de fond de top 10. Même un Carlos Rodriguez? Ah bon? Bah, si on a Vingegaard et comment dire, Vingegaard et Pogacar qui sont en forme, un Yates va être pas loin des meilleurs parce que forcément, un Roglic, s'il fait pas de trucs qui ressemblent à rien, il devrait pas être très loin non plus. Il reste pas beaucoup de place devant et bah Bernal, je le vois pas. Enfin, je serais surpris de le voir sur le podium. Pitcock, pareil. Ouais, Rodriguez, pareil.
Non, mais un Tous coureur les de autres, fond de moi, top 10, c'est Guillaume Martin, c'est pas Carlos Rodriguez, hein. Non, mais de fond de top 10 en cours de course, pas Guillaume Martin, c'est un coureur de top 15 tout le long, puis à la fin, oh tiens, 9e. On va quand même rappeler que Carlos Rodriguez l'année dernière finit 5e du général. Puis on a vu aussi Simon Yates qui fait 4e. Mais bon, Ouais. vous êtes... ça n'a pas l'air de te convaincre, Geoffrey. Et tu t'attends plus à voir 3 UAE de Parce Visma que dans le top 10. quand tu fais 5e, j'allais dire un quart d'heure au pif. J'ai plus en tête les écarts. 13 minutes. Ouais, Sur voilà. le troisième, surtout, c'est combien d'écart? Carlos Rodriguez, alors il est 5e. Il a 2 minutes 20 de retard sur Adam Yates qui est 3e. Oui, voilà. C'est un meilleur indicateur, en effet. Ouais, Non, mais mais surtout qu'en plus, l'année dernière, il craque un peu sur la fin de course. Donc, non, puis ils sont pleins à être plus ou moins dans le même temps de la 4e à la peut-être 8e place. Parce qu'après, il y avait les Français qui étaient 9, 10, 11. Et encore Ouais, une mais là, en fois, fait, c'est en gros ce que tu dis, en fait, Geoffrey, c'est que si tout le monde est au max de sa forme, ils feront peut-être entre 5 et 10. Mais c'est un Tour de France, donc évidemment, il y en aura qui seront moins en forme, etc. Et parmi ces noms-là, c'est sûr qu'il y en aura qui vont jouer le top 5. Enfin, moi, je vois pas comment aucun de ces noms-là ne vont jouer au minimum le top 5. Je- Peut-être, hein, mais ça serait triste, vraiment triste. Et moi, à titre personnel, j'attends de voir Carapace qui tente de suivre une attaque et qui après explose. Comme ce qu'il faisait sur un Liège-Bastogne-Liège. Sur beaucoup de courses avec un Pogacar, Oui, ouais, non, mais comme Skelmezeux, quoi. Tu vois. par exemple. ouais, mais en prenant des risques, en attaquant comme ça, moi, enfin, Ah, moi j'adore, hein. Moi je suis il passe client. sur Hein. la course. Je préfère un coureur qui finit 8e en essayant de gagner qu'un coureur qui finit 5e en essayant de faire 4e. Voire même à un coureur qui finit 4e en essayant de faire juste un top 5. Ouais, il a réussi son objectif, mais Oui, donc ouais. t'as envie de voir des coureurs être offensifs, tenter des choses. J'ai envie qu'on bannisse le classement UCI pour qu'ils arrêtent de faire les épiciers et de chercher à récupérer 3-4 points par-ci par-là. L'année dernière, ça attaquait beaucoup. Hein, tu voyais beaucoup de gens du top 10 qui attaquaient sur les débuts d'étape quand ça partait dans les échappées. Hein. Ouais, parce qu'il y avait tellement d'écart que du coup ça permettait ça. C'est l'avantage, hein. Du coup ça rend les étapes individuellement intéressantes. Ouais, mais là, on a dit qu'il y aurait du suspense parce que la montagne, on l'a mis sur la fin. Bah, sur la fin et sur le début. Hein. Il y a des difficultés un petit peu tout du long, on va dire. Même si, bon, entre le Galibier et le Lioran, ça monte pas beaucoup, en effet. Bon, pour finir sur le classement général, bon, pour faire le bilan, votre pronostic, déjà, pour la victoire, qu'est-ce que ça serait? Johan, pour commencer. Bah, je vais faire original, je vais dire Pogacar, qui va gagner avec 8 minutes 50 d'avance sur Vingegaard et 45 minutes 12 sur Santiago Buitrago. Voilà, je sais pas. Bon, ok, bon, pour une fois, tu te tiens à un pronostic un petit peu à une faible cote, on va dire. Tu pars pas Écoute, sur une grosse cote. Théo, quel serait ton prono pour la victoire de ce Tour de France? Et ben moi ce sera du coup Roglic parce que je me dis que s'il y a une victoire de Roglic, ça veut dire qu'on aura un Tour de France serré qui sera probablement intéressant. Donc voilà, c'est également un prono d'espoir. Est-ce que les courses que Roglic gagne sont intéressantes? Non, pas tout le temps. Mais je me dis, s'il gagne une course avec Pogacar et Vingegaard, je pense que ça pourrait être intéressant. Le Tour du Pays Basque, quand même, hein, l'échappée avec Godu. Non, mais oui, il y a un cas où c'était intéressant, mais sinon. Les Jeux Olympiques contre la montre, c'est intéressant. Le dernier Tirreno qui gagne, c'était abominable. Hein. Pardon. Mais... Ah oui, bah c'était que... Même le Dauphiné, là, cette année, c'était pas incroyable. Hein. Ouais, il a fait du Roglic, des sprints au sommet, et puis c'est tout. C'est un peu ça. Geoffrey, pour terminer, donc on a Pogacar pour Johan, Roglic pour Théo. Qu'est-ce que tu dirais? J'ai envie que ce soit autre chose que Pogacar et Vingegaard, quelles que soient les circonstances qui amènent à ça. Mais le problème, c'est que même en me mettant ça en tête, je suis pas spécialement hypé parce que ça pourrait faire, parce que je me dis si on enlève Vingegaard et Pogacar, celui que je vois le plus fort, c'est Adam Yates. Donc l'équipier au départ de Tadej Pogacar. Ouais, bah
Après, c'est quitte à dire quelque chose, mais j'ai tellement envie qu'il y ait quelque chose de différent. Que ça change un petit peu. Ou alors, s'ils font 1 et 2, les deux là, que ce soit pas avec 12 minutes d'avance sur le suivant. Oui, qu'il y a un peu de lutte, quoi. Et que la lutte, ce soit pas nécessairement tout le monde qui est dans le même niveau en cours de route. Ça peut être des retournements de situation, ça peut être les deux équipes qui jouent et il y a un mec, même éventuellement un équipier d'un des deux qui se retrouve à partir dans une échappée qui prend 10 minutes. Quoi que Ça, ce soit. ça, c'est ce dont on rêve tous, ça. Enfin, moi, pareil, je suis comme toi, mais est-ce que ça va arriver? On verra. euh, Bon, on verra, on verra. Il Déjà, y a en une tout Neos cas, qui va, il y a une Neos qui va rouler, non? Si jamais il y a un qui part devant. bon, on verra ça. En tout cas, voilà. Vous avez des espérances, on verra si vous aurez ce que vous espérez. On verra ce qui nous arrivera sur ce Tour de France. Je vous propose de passer à un deuxième point. On a pas mal parlé du classement général. Un mot quand même sur les sprinters, parce qu'il faut quand même parler de ceux qui vont se disputer les étapes au sprint, les hommes rapides de ce Tour de France. L'année dernière, Jasper Philipsen a remporté 4 étapes. Est-ce que cette année, il part à nouveau comme le grand favori pour les sprints sur ce Tour de France? Oui, quand beaucoup même. par défaut aussi, hein, parce qu'on n'aura pas Merlier, on n'aura pas le cours de la Lidl Milan. Milan. Et du coup, en fait, les plus gros sprinteurs de l'année sont pas forcément là. Donc, lui, il est là tout seul. Il y a une équipe dédiée qui est très très forte sur le train. Ça va être compliqué d'aller le chercher. Théo, tu es un peu Bah, du même avis? pour moi, ce sera le meilleur sprinter. Enfin, qui va probablement gagner le plus de sprints, etc. Après, à voir sur le maillot vert, s'il tente de le jouer à fond ou pas, et de le gagner encore une fois. Je pense que c'est plutôt là l'interrogation. Est-ce qu'il y aura un 4x4 ou un coureur un peu à la Pedersen qui va tenter de le jouer en partant en échappée, en tentant de s'en sortir sur des étapes plus vallonnées. Mais sur les Théo, sprints purs. ça me surprend que tu relèves pas que sur son dernier sprint, Jasper Philipsen a été battu. Mais j'allais en parler un peu plus tard. On allait en parler et c'était prévu. J'avais mon plan dans ma tête là. Et voilà, Geoffrey qui vient démolir le plan de Théo. Voilà, Bravo, bon, bah du coup, il félicitations. a perdu face à Arnaud Delis, mais Arnaud Delis qui a été lancé par Milan Menten qui ne sera pas sur ce Tour de France. C'est bien dommage, parce que du coup, il n'y a pas de train pour la loto. Enfin, quasiment. D'ailleurs, Jasper Philipsen qui reste sur 2 deuxièmes places au sprint, puisqu'il avait fini deuxième de la dernière étape du Tour de Belgique. Bon, battu par Tim Merlier, qui ne sera pas au départ. comme l'évoquait Johan. Geoffrey, pour toi aussi, Jasper Philipsen, c'est le grand favori et c'est l'interrogation qu'il pourrait y avoir. Comme disait Bah, Théo, ça serait plus de savoir ce qu'il va faire par rapport au maillot vert. mais sur le papier, c'est le plus fort. Maintenant, à voir ce que vont donner d'autres formations. Il y a toujours sur le tour des coureurs qui se retrouvent à apparaître sur le sprint, que ce soit des jeunes qu'on n'attendait pas et qui sont dans le coup, ou qui sont pas loin d'être avec les meilleurs, ou des vieux qui reviennent dont on sait pas où, comme ce qu'a fait Cavendish, qu'on n'attendait plus du tout. Bon, alors là, pour le coup, si Cavendish en gagne, ce serait vraiment une grosse surprise, parce que le combo sprinter-poisson-pilote avec Michael Markov, on doit être pas loin des 80 ans à tous les deux. Euh, Seulement 78, mais bon. Après, malheureusement, j'y crois pas, mais ce serait tellement une belle surprise de voir Arnaud Démare s'en sortir. Il y a quelques. S'il est en grande condition physique, il y a des finaux d'étape qui peuvent vraiment lui plaire. Maintenant, je rajouterais quand même dans le lot Sam Bennett. Donc tu crois en Sam Bennett, toi, pour jouer des victoires, aller chercher des victoires au sprint sur ce Tour de France? Au début de saison, j'y croyais pas plus que ça, mais je l'ai vu monter en force, être solide physiquement à Cassel sur les 4 jours. Et, et D'être solide physiquement et puis de pouvoir aller gagner les sprints face au top mondial. ah oui, non, mais ça c'en est une chose. Maintenant, je me dis, ça peut être quelqu'un qui va être là aussi dans le coup pour ça. Euh, mais ouais, après, Philipsen, l'avantage pour lui, c'est qu'il a vraiment l'équipe qui est là pour lui. Et avec Rijkaard Van Der Poel pour le lancer,
À voir Raikkonen d'ailleurs s'il s'est bien remis de sa chute sur le championnat de Belgique. Parce Enfin, qu'il avait l'air d'être bien tombé et à voir. Bon, il est aligné, donc c'est que ça doit aller, mais bah, surtout, même dans le pire des cas, s'il fait les premiers jours pour se remettre en route, il y a Søren Andersen, Sylvain Dillier, Jenny Vermeer, Axel Lawrence, Oui, il y c'est a qui du le beau dernier monde, quoi. Robert Rice. Clairement, c'est pas l'équipe qu'on va voir en montagne. Non, mais par contre, il y a moyen de voir un train de 7 coureurs dans le final, quoi, au sprint. Bon, après, Geoffrey, t'as cité un petit peu quelques coureurs qui pourraient se mêler, enfin, qui pourraient peut-être avoir leur chance au sprint. T'as cité notamment Sam Bennett. Bon, on a aussi du Arnaud Delis, ça c'est pour Théo. évidemment. Mats Pedersen, qui avait remporté une étape l'année dernière à Limoges. On a du Phil Bauhaus, Dylan Groenewegen, Alexander Christophe, Gerben Tyson. Jacobsen quand même, hein, Salut. qui est censé, sur son niveau théorique, être au Ah niveau ouais, non, mais Jacobsen meilleur. cette année, c'est très mauvais quand même. Après, on peut aussi citer peut-être Pedersen qui va y aller en bourrinant bien par moment. Fernando Gaviria qui va à un moment lancer son sprint à 675 mètres de l'arrivée. Bah, il y a Groenewegen, on va beaucoup le voir. Groenewegen, on va beaucoup le voir, mais genre lâché dans la dernière bosse à 20-30 bornes de l'arrivée. Il y a beaucoup d'étapes de sprint qui finissent avec une bosse pas trop loin. Je pense qu'il ne sera pas dans beaucoup d'emballage final. Sur le Je tour. pense un Guirmail avait l'air pas mal aussi. Enfin, sur Et on n'a pas parlé des Français vitesse. pour la montagne, mais pour le sprint, est-ce que Brian Cocard, ce serait enfin son année sur le tour depuis le temps qui est... Enfin, j'aimerais bien y croire, mais face à un Deli. Enfin, Non, mais en non. fait, Un peu comme au Tour de Ouais. Suisse, ouais, un sprint un peu bordélique. avec enfin, un problème mécanique pour un Deli ou un Pedersen, quoi. Ouais, bah après Arnaud Delis, un problème mécanique, on sait que parfois c'est pas ça qui l'empêche de gagner les Oui, et puis sprints. Hein. il en a à peu près un sprint sur deux, des problèmes mécaniques, donc bon. Oui, et puis voilà, on sait que ça peut arriver assez facilement pour Arnaud Delis. Oui. Bon, voilà, bon. En tout cas, c'est-à-dire que derrière Philipsen, qui est peut-être sur le papier le grand favori, derrière, ça reste assez homogène et il y a beaucoup de noms qui peuvent ressortir, quoi. C'est Ouais, il y ça, a ouais. beaucoup de noms, quand même. On se dit, il n'y a pas Milan, il n'y a pas Merlier, mais au final, Bah, en fait, à part Milan et Merlier, il y a Tout le- quasiment. Enfin, pour moi, il y a tout le monde. Oui, voilà. Donc, du coup, oui, il manque un peu les personnes qui sont censées être aussi rapides, plus ou moins, que Philipsen, mais derrière, il y a tout le monde. C'est aussi parce que c'est le Tour de France. Ça, c'est finalement assez logique. Euh, Il manque peut-être Jordi Meus aussi. c'est vrai qu'il avait gagné sur les Champs-Élysées l'année dernière. Euh, votre pronostic, messieurs, pour le maillot vert, le classement par points qui succédera à Jasper Philipsen. Johan, pour commencer. Jasper Philipsen. Voilà, pour faire original. Mais c'est bien pour une fois, Non, mais j'en ai marre de pas réussir mes pronos là. C'est ça, en fait, On a il plus devient basique, là. original en étant pas du tout original. Mais du coup, Tu vas c'est voir, original pour Johan. tu vas voir que c'est cette année où il va voir tout faux. Ah bah tant mieux, hein, honnêtement, si ça peut. Hein. Théo. Bah, pour moi, comme d'habitude, ça va se jouer entre les meilleurs enfin, le meilleur sprinter, celui qui va en gagner plein d'étapes, et un peu un sprinter 4x4. J'ai envie de croire en un sprinter 4x4 qui serait belge, qui serait à la loto, donc Arnaud Delis, hein, évidemment. Évidemment. Mais oui, tu fais bien de préciser que le maillot vert, c'est pas le classement du meilleur sprinter. Hein, parce que parfois tendance à faire ce raccourci, mais c'est pas le cas. Parce que si Sagan l'a remporté autant de fois, c'est pas parce que c'était le meilleur sprinter. C'est aussi son profil de passe-partout, par exemple. Est-ce que c'est pas Pogacar le favori du maillot vert? C'est vrai d'ailleurs, on n'a même pas parlé de Van Aert. Hein. Bah, c'est ce que j'étais en train de me dire. Si Vingegaard n'est pas en forme et qu'il a carte blanche pour aller chercher un paquet d'étapes et faire les sprints, il peut être vert. Hein. il peut le faire. Ça serait ton pronostic, toi, Geoffrey, Wout van Aert? Parce que ça dépend quand même beaucoup de Vingegaard, parce que si Vingegaard est en forme et joue au général, forcément Van Aert va être très sollicité. Bon, ça peut ne pas l'empêcher de le faire aussi, hein, on l'a déjà vu. Mais ouais, non, je vais rester sur une carte outsider, et il l'a déjà fait dans une autre équipe, mais il a un bon vélo, donc ça m'aide.
Sam Bennett, ouais, qui justement avait remporté le classement par points, le maillot vert, sur son dernier Tour de France. Bon, c'était quand même en 2020. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts pour le sprinter irlandais depuis qu'il est désormais chez Decathlon AG2R. Il a remporté le classement par points des 4 jours de Dunkerque. Et ça, c'est pas rien. Juste une dernière petite question sur les sprinters, parce que Geoffrey, tu as évoqué un petit peu le cas de Mark Cavendish. Est-ce que vous le voyez remporter une étape, ce qui le ferait devenir le seul recordman de victoire d'étape sur le Tour de France? Il en est actuellement à 34, à égalité avec Eddy Merckx. Et on sait que c'est aussi pour ça qu'il a voulu prolonger sa carrière et continuer en 2024 après son abandon sur chute sur le Tour de France l'année dernière. Est-ce que Cavendish ira chercher cette 35e victoire sur le Tour de France? Sincèrement, non. Je me dis pareil, franchement, absolument pas, mais qui le voyait gagner 4 étapes en 2021, et encore plus qui le voyait refaire deuxième d'une étape l'année dernière. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que même quand il a fait deuxième d'une étape l'année dernière, il paraissait très très loin de la victoire. Et encore, après, ce que je me dis, c'est que l'année dernière, certes, c'était pas un grand Cavendish, mais il avait réussi à gagner une étape au sprint sur le tour, à la fin du Tour d'Italie. Donc il y avait un petit quelque chose, même si une dernière étape d'un grand tour, c'est forcément un peu particulier. Là, cette année, bon, c'est une étape du Tour de Colombie, une étape du Tour de Hongrie face à Dylan Groenewegen et Jona Berasturi. Bon, c'est pas forcément ce qui permet d'arriver avec le plus de confiance non plus. Les dernières, on a eu Jordi Meus sur les champs. Hein. C'est pas si Cavendish peut pas aller. C'est vrai que les champs, c'est vraiment un sprint particulier et peut-être peut-être ça mais il n'y a sera pas les celui-là, champs. hein. Ah oui, c'est vrai, putain. J'ai pas réfléchi. Ouais, si Cavendish gagne la dernière étape du Tour, là, franchement, celle-là, on s'y attendait pas. Là, oui. Voilà. Mais c'est gentil Théo de nous permettre de rappeler qu'il n'y aura pas les Champs-Élysées cette année. Pour Tu ceux vois, qui, bah, comme j'ai toi, n'auraient pas tellement suivi. matrixé par l'habitude. Hop. Voilà, bon, bah, ça permet de le Oui, rappeler. bah, c'est foutu du coup, hein, Cavendish. Ouais, bah du coup, c'était sa seule possibilité. Quel dommage. Voilà, S'il bon, renouvelle s'il renouvelle son contrat à chaque fois pour aller chercher sa victoire, il va être là encore là dans 15 ans. bon, voilà, en tout cas pour les sprinters. Avant de finir, on va quand même évoquer le cas des coureurs français, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Vous aviez parlé un petit peu d'Arnaud Démare, un petit peu de Brian Coquard également du côté des sprints. Du côté des grimpeurs, on n'en a pas parlé. Vous aviez juste cité rapidement Guillaume Martin. Qu'est-ce qu'on peut attendre du côté du classement général pour les coureurs français? J'ai noté principalement David Gaudu, Guillaume Martin. Peut-être on peut avoir aussi en montagne du Lenny Martinez, qui est un peu la surprise au niveau de la start list côté groupe FDJ, voire un Romain Bardet pour son dernier Tour de France. Ça dépend. Au général, tu parles? Bah, déjà peut-être au général, est-ce que il faut s'attendre quoi? Objectif top 10 au minimum? Je pense objectif, ça serait un top 10, et même un top 10, ce serait plutôt bien. Hein. Enfin, là, en tout cas, je suis pas très optimiste quant à un top 10 de David Gaudu, qui serait probablement le plus à même de le faire. Franchement, je suis pas une dinguerie. Mais par contre, sur des étapes, moi, je les vois, même en montagne, je pense qu'ils peuvent faire des choses avec un Bardet, un Barguil, un Martinez ou autre. Ou même sur des étapes pas de montagne, Laporte, par exemple. Geoffrey, qu'est-ce que tu attends, toi, de nos coureurs français en montagne, déjà, sur ce Tour de France? Bon, il y aura Sivakov comme équipier du AE, mais à voir, ce sera quel wagon Ah bah, vu l'équipe, il va rouler sur le plat. Hein, mais... Oui, il risque de rouler assez tôt. Je pense qu'il roule après Wellens. Hein. Non, le Cofidis, Guillaume Martin, je m'attends pas spécialement à grand-chose, mais je m'attends jamais à grand-chose, et à chaque fois, il est pas loin. Donc, il pourra continuer avec sa place autour du top 11 en étant relativement discret. Gaudu, son niveau, normalement, c'est top 10. Maintenant, ce serait bien qu'il réussisse à être un peu plus présent sur la course. Maintenant, côté français, j'attends plus de choses par des victoires d'étape. Decathlon AG2R a une belle équipe où il y a de quoi faire des choses. Bardet, peut-être, sur une échappée. Pour son dernier Tour de France, hein, Romain Bardet qui a annoncé il y a quelques jours qu'il prendrait sa retraite en juin 2025 après le Critérium du Dauphiné avec l'objectif d'aller faire un dernier Giro pour aller chercher la victoire qui lui manque là-bas.
Il va découper les câbles d'oreillette de tous les autres coureurs et il gagne au panache. C'est ça, il va décréter que l'UCI fait le test de course sans oreillette. Top, sur ce Tour de France, il va dire si, ça peut être une bonne idée, hein. Parce que oui, au passage d'ailleurs, à partir d'où tu auras des essais de course sans oreillette, c'est parmi les solutions qui ont été proposées par l'UCI au niveau de la sécurité. Ça fait partie des quelques solutions. Voilà, juste pour le petit aparté. Il était temps. Oui, je sais que toi, Geoffrey, et tu es pas le seul sur le groupe Eto, fait partie de ceux qui militent pour ne pas avoir d'oreillette, comme on l'a notamment nécessairement. sur les championnats de France, championnats du monde. On laisse les oreillettes à tout le monde, on les branche uniquement sur Radio Course. Oui, comme Quand- ça, tout le monde aurait Ah les ben mêmes infos. Quand tu conduis en bagnole, tu as le droit d'avoir ta radio, mais t'évites de téléphoner Mhm. à n'importe qui. Donc c'est le même principe sur un vélo en course. Bon, voilà, pour ce petit aparté sécurité. Après, côté français, il y a Total Energy. Mais l'équipe est pas vraiment mieux. Maintenant, ils ont des coureurs qui ont quand même un pédigré qui est pas dégueu, comme Anthony Turgis, Mathieu Burgodeau. Où on peut espérer des choses. Gachignard fait une très belle saison. Maintenant, Non, mais le elle est chouette. Total Energy, c'est chouette comme équipe pour aller en échapper un petit peu tout le temps. on a l'impression qu'on est revenu sur les années Bonjour ou Brioche la boulangère, où c'est l'équipe qui va mettre un mec devant tous les jours ou presque. Bah, c'est sûr qu'en tout cas, sur les étapes plates, ils n'ont pas forcément de coureur qui va venir jouer la victoire d'étape. Ils n'ont pas vraiment de sprinter. Ça manque de classement inter-Giro là pour Total Energy. Oui. Faudrait faire un classement pour chaque banderole kilomètre 92, que ça serve un peu à quelque chose sportivement, et pas plutôt que de faire juste gagner je sais pas quoi à quelqu'un qui gagne un concours sur Twitter. Ça, Non, ou juste les sprints intermédiaires, les baroudeurs, ils ont tous rien à foutre de qui passe devant. bah oui. Tu fais un classement des sprints intermédiaires, tu mets un dossard vert parce que c'est maillot vert avec, et voilà quoi, ce serait plus intéressant que le dossard, j'allais dire dossard rouge, hein, le dossard doré. Ouais, gris, je crois maintenant. Depuis l'année dernière, c'est Ouais, très ouais, pratique. c'est tellement pas intéressant ce prix donné par un jury que même le prix distinctif il se distingue pas. C'est ça. Un petit mot par rapport au fait que, bon, niveau classement général, c'est à la limite sur David Gaudu qu'on va compter, peut-être un peu Guillaume Martin, mais bon, vous êtes visiblement objectif top 10. Vauclin, si tu veux, en surprise. Ah, Kevin Vauclin, en surprise, tu y crois? À quoi, une top 10 ou top 15? Oh, top 10, je pense que soit il va faire 27ème, soit il va faire top 10. Mais... Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est un peu tout ou rien, Vauclin. Voilà, je retrouve mon Johan qui tente des trucs. Là, c'est bon, on te retrouve. Un petit mot justement par rapport à la situation des Français en montagne. J'ai lu l'interview de Bernard Hinault chez Eurosport il y a quelques jours, qui prenait le cas de Lenny Martinez qui participera à son premier Tour de France cette année. Il disait il faut réfléchir, est-ce qu'il ne vaut mieux pas se dire j'en ai rien à foutre du classement général et puis je me fais 2 étapes et à l'occasion peut-être gagner le classement de la montagne. Il prenait aussi le cas de David Gaudu, il disait dans 10 ans est-ce qu'on parlera encore de sa 4ème place, alors que s'il prend le maillot à poids en ayant gagné peut-être 1, 2 ou 3 étapes de montagne, tout le monde va s'en rappeler. Alors, je suis gentil, Bernard Hinault, mais le niveau pour gagner des étapes sur le Tour de France ces derniers temps, il est quand même. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il est presque plus facile de finir top 10 que de gagner une étape, j'ai l'impression. Et surtout, il y a le fait qu'il y a tellement d'étapes de montagne, on va retenir les 3-4 où il se passe des trucs pour le classement général, parce que par rapport à ces propos-là, est-ce qu'on a vraiment bien en mémoire les étapes de montagne qu'a gagné Rafael Maïka quand il était maillot à poids? Il faisait des clins d'œil, je crois. Oui, voilà. Maïka, pour le coup, oui. Mais je sais pas, moi, c'est pas les étapes qui m'ont le plus marqué non plus. Donc, après, forcément, un Français, on va plus s'en souvenir, mais. Et du coup, du coup, après, la question derrière ça, c'est est-ce que un grimpeur, même comme David Gaudu, qui serait objectif top 10, peut balancer le classement général et la jouer en baroudeur, jouer le maillot à poids et jouer. Mais ça sert à rien. Le problème, de toute façon, au général, il sera largué, même s'il est dans la lutte pour le top 10, il sera à 20 minutes
Donc, Bah, ça en fait, change c'est pas ça. Hein. grand-chose. C'est qu'au final, il peut partir en échappée, même en étant dans le top 10. Quel souci, c'est ok, il va partir en échappée en montagne, mais dans quelle étape? Il y aura pas de grimpeur dans l'échappée vers le Galibier parce que c'est trop tôt. L'étape du Plat d'Adé, il y a 80 bornes toutes plates pour commencer. Loudanviel, les grimpeurs peuvent partir tôt, ils vont se cramer dans la plaine avant le plateau de Beille. Super Dévoluy, bon bah là c'est 150 bornes de plat avant le col Bayard, donc voilà. Enfin, Quand même, plateau de Bay, ça sera une échappée de grimpeur. Oui, mais ça se trouve, ça revient sur l'échappée. Hein. Ah oui, ça c'est possible, mais ça sera une échappée de grimpeur. Enfin, Ça je sera une vois pas échappée comment de ça peut ne grimpeur. pas être une échappée de grimpeur. ça va être une échappée de grimpeurs, mais le peloton a tellement une bonne portion pour rouler et balancer les grosses cuisses et Et à voir ce que voudra faire le peloton. Là, on est sur des. Là, on se projette un peu loin, là. non, mais clairement, s'il faut cocher une étape où c'est Ineos qui va rouler du début à la fin derrière l'échappée, c'est celle-là. Bon, c'est pas 20 étapes sur 21. 19, il y a 2 contre-la-montre, Théo. Ouais, Non, ils non, vont avoir- j'ai compté le contre-la-montre quand même. Je me dis, ils vont quand même réussir à le faire. Bon, voilà, en tout cas, bon, par rapport au coureur français, bon, on va dire, vous n'avez pas non plus énormément d'attentes, à ce que j'en comprends, aussi bien pour la montagne, Bah, sur pour les échappées, j'ai des attentes. Sur Ouais. animer, créer des mouvements de course, etc., j'ai des attentes. Sur peser réellement au général et gagner beaucoup d'étapes, moins que d'autres années, c'est sûr. a su gagner des étapes parce que justement, là, on a des échappées, mais c'est pas des échappées telles qu'avaient nos équipes quand c'est les plus petites équipes du Pro Tour ou du World Tour où on mettait 4 mecs devant dans la plaine et puis ça se limitait à ça. Sur des échappées un peu plus intermédiaires, sur des profils un peu plus casse-pattes, des mecs comme Armirail, comme Lapéra, comme Vauquelin. Godon, je sais que j'ai le même prono que Mathieu pour Barcelone. Il est bien noté, celui-là. Il y a- Oui, Ah, mais attends, faut pas oublier qu'il y a une OX dans l'histoire. Hein. Il faut réussir à finir devant. Hein. Ah, c'est vrai. Ils sont très Bon. efficaces sur toutes les petites courses en France. Pas de raison qu'ils finissent pas par le faire également sur Ah, le mais- Tour de France. Bon, après, c'est ce qu'on parlait des Français, mais Jonas Abramsen qui gagne une étape en échappée, je prends aussi. Hein. Bon, Magnus Cort, c'est possible. Tiller ou Heinkel, c'est possible. Franchement, ils ont de quoi faire. Hein. Oui. Les Français Parce que seront pas, style- les Français seront pas les seuls sur ce créneau, ça c'est certain. Ils sont motivés sur l'étape de Troyes avec les chemins de vie de Vigne. Ils peuvent mettre un gros bazar. Ah, mais je pense qu'ils peuvent réduire le peloton à 30 personnes et en avoir 7 dedans. Hein. Et après, Pogacar attaque et finit tout ça. Et par contre, ils gagneront pas. Mais voilà. C'est leur spécial, ça. Bon voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Il y avait beaucoup de choses à dire, on n'a pas tout dit, on n'a pas cité toutes les équipes, tous les coureurs, mais bon, on aura encore bien 3 semaines pour voir tout ça. Le tour est Le encore tour long. est encore long. Voilà, surtout qu'il n'a pas encore commencé. On n'a même pas parlé d'Henrik Mas, hein, quand même. Oui, Je mais l'ai t'inquiète cité. pas, pendant les Je 3 l'avais semaines. Ah, tu on l'as va t'en cité? parler Ok, non pardon, plus. je pensais que tu l'avais pas cité, excuse-moi. Non, je l'ai cité. Par contre, je reconnais que je n'ai pas cité Mikel Landa, je m'excuse. On enregistre cette phrase. On n'a pas cité Henrik Mas. On pourra la ressortir dans 3 semaines quand on fera le débrief du tour. On n'aura toujours pas cité Henrik Mas. Qu'il la met au montage à chaque fois d'épisode, c'est genre. Je vais Ça le va venir rajouter au ça va jingle venir de un début. nouveau running gag, quoi. En plus du Grand Prix de Fourmi, du cyclocross, on n'a pas cité Henrik Mas. Bon, vous êtes en forme en tout cas. Vous, Le en tout pic cas, de forme est ciblé pour juillet. Hein. Ah Il oui, faut- bah ça se sent, ça se sent. Là, le pic de forme, il est bien parti pour durer 3 semaines. Attention à pas être prêt trop tôt. Ah non, là, Ok, faut qu'il il y a dure les un mois et demi parce qu'après il y a les JO. Il y a c'est un les mois et demi, JO, il y a de la décembre. piste, il faut que je sois au top pendant une semaine encore Ouais. après. Faut arriver à enchaîner, faut pas finir sur un abandon prématuré à Jaurès-Chamberny. Hein. Puis dans la foulée, il y aura le tour féminin. Dans la foulée, Puis dans la foulée il des y aura JO. le Grand Prix de Fourmi. Voilà, Après il le cyclocross, on a compris, t'inquiète, c'est habituel. Ça s'arrête jamais. On va finir par un petit pronostic bonus, comme on avait fait sur le Tour d'Italie. On évoquait déjà les coureurs français, les chances, un peu les espérances qu'on pouvait avoir. Sur 21 étapes, on part sur combien de victoires d'étapes françaises, de coureurs français? Moi, je pars sur 2 en échappée. 2 victoires en échappée.
Je vais même donner des noms pour tenter. Un de Christophe Laporte et une de soit Madois, soit Grégoire. Allez. Geoffrey? Allez, on va être ambitieux, je vais dire 4. 4. Ah Allez. oui. Bien ambitieux. Ça on aime, ça on aime. Johan? Moi, 4, je vais dire 6. 6. Ah oui, Allez. d'accord. Allez. En fait, je change, je passe à 8. Non, pas du tout. Qui dit mieux? Non, mais comment. Allez, comment on gagne les 2006? 21 parce qu'on naturalise Tadej Pogacar d'ici la semaine prochaine. Non, mais c'est le grand c'est le grand retour de la France qui fait que des échappées de baroudeurs. Donc, je veux dire comment en 2010 hein. Deuxième question, qui remportera le maillot à poids? Derek Guy. Derek Guy. Théo? Bulo Ciccone, dont on n'a pas trop parlé pour la montagne, je crois. Mais tu le vois faire le Je le doublé. vois un peu tenter de jouer le général et finalement lâcher du fait des chronos, etc. et se rabattre sur la montagne. Et vu qu'il a l'air costaud en montagne, je me dis c'est possible. Ok. Et Johan? C'est dire comme je crois pour lui au général, Evenepoel. Ah oui, donc t'imagines un scénario à la Volta la dernière fois? Bah, j'imagine assez, oui. Après, j'espère pas tant que ça parce que ça avait cassé un peu tout l'intérêt des échappées sur la Vuelta. Tout ça pour qu'au final, ce soit peut-être Vingegaard ou Pogacar qui le récupère sans faire exprès. C'est vrai que est-ce qu'il y a plus de chances que ça revienne à nouveau au vainqueur du tour ou à un coureur Après, baroudeur? l'année dernière, c'était un baroudeur. Oui, tout à fait. Giulio Ciccone. Donc on verra ça. Puis allez, moi j'ai envie de citer Romain Bardet. Peut-être qu'il aura envie d'aller le chercher pour son dernier Tour de France. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que quand il l'a gagné. On l'a pas vu, on l'a pas su. Hein. Qu'il aille au moins aller chercher des points sur plus de 2 étapes, ça sera peut-être un objectif. Qui remportera le maillot blanc, puisque ça ne sera plus Tadej Pogacar, justement, cette année? Johan? Bah, je vais changer par rapport à ce que je te dis tout à l'heure. Je vais dire Buitrago. repartir vers des sphères un peu plus. Allez, parce que tu t'es dit que t'avais épuisé ton quota de pronos sûrs, maintenant il faut repartir dans des trucs un peu plus osés. Bah oui, c'est plus intéressant. Quoi. Bon, je citerai à la fin ton pronostic de base. Théo, qu'est-ce que tu dirais pour remporter le classement des jeunes? Moi, j'y vais y aller safe cette fois enfin safe, pas tant que ça, mais avec Remco, où je me dis qu'il a préparé son tour et qu'il va peut-être jouer le général. Et s'il est bon en forme pour le général, ce sera lui le maillot blanc. Ok, et Geoffrey? Bah, du coup, juste pour rester dans les pronos. Enfin, voilà quoi. Théo dit Remco Evenepoel, moi je vais dire Ilan Van Wilder. Voilà, donc c'est comme Johan, c'est dire si toi tu crois en Remco Evenepoel. Non, mais a priori, Carlos Rodriguez c'est quand même favori pour ça, mais je vais rester dans une continuité où je donne. Aussi, après, j'ai dit Derek Guy pour le maillot à poids, là, c'est quelque chose qui semble vraisemblable pour celui-là. Bon, justement, Carlos Rodriguez, c'était le prono initial de Johan que je vais reprendre pour moi. Hein. J'en profite, je te le chope à la volée. Coureur d'Ineos, qui a gagné le Tour de Gironde Junior, voilà, comme ça s'est placé. Et on va finir avec une dernière question. Quels coureurs rentreront dans le cercle des vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours? Je vais vous citer les coureurs qui peuvent le faire. Pascal Ackermann, Nikias Arndt, Richard Carapaz, Remco Evenepoel, Mikel Landa et Tim Wellens. Alors combien de ces coureurs gagneront une étape sur le Tour de France cette année? Ah, un seul? Ok. Théo? Moi 2, Remco sur un chrono et Carapaz sur une échappée. Ok. Johan? Un seul Evenepoel. Ok. Donc Geoffrey, qui t'a donné un nom comme Johan et Théo? Carapace. Carapace? Ok. Donc tu ne crois pas beaucoup en Remco Evenepoel, toi non plus. C'est que sur les chronos, sur le tour. Franchement, le Se premier faire chrono allumer lui par convient Pogacar. tellement. Il Ça convient serait- tellement, mais il y a moyen que Pogacar soit devant. Ah ben oui, Bah, c'est mais... ça, ouais. mais quand même. Voir ou Vingegaard, ou les deux. Ou les deux, oui. C'est vrai. Bon voilà, en tout cas, il y aura de quoi faire sur ce Tour de France. Pas mal de pronos, beaucoup de noms sortis. On verra, est-ce qu'on aura un nouveau duel Pogacar-Vingegaard? Est-ce qu'on aura 2, 4, 6 victoires d'étape françaises? On verra bien tout ça. Voilà, dans ce Tour de France qui part donc d'Italie pour la première fois et qui se finira à Nice. Voilà, on va se donner rendez-vous déjà dès samedi pour suivre la première étape entre Florence et Rimini. On vous fera bien évidemment tous les live tweets, tous les lives de chaque étape sur Twitter, bien évidemment avec les résultats sur nos différents réseaux sociaux.
Et du côté de Chasse Patate, eh ben, on va faire la formule classique. Chaque journée de repos, on fera un live pour débriefer la semaine qui viendra de s'écouler. Donc première journée de repos, deuxième journée de repos, et au lendemain de la fin du Tour de France. Voilà, donc on va se donner rendez-vous d'ici une dizaine de jours à peu près, hein, lundi en 10, on va dire comme ça, pour Avec un quiz. pour le premier live et un quiz. Ça, je sais que Geoffrey, tu as hâte de nous sortir ton quiz de derrière les fagots. Bah ouais, parce que quand même, sinon le podcast il terminerait tôt, genre 23h30. Alors, Ça serait dommage, ça serait dommage. Écoutez, Geoffrey, Johan et Théo, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour partager un petit peu vos analyses et vos pronostics pour ce Tour de France 2024. Donc pour le prochain Chasse Patate, rendez-vous dans une dizaine de jours pour le premier live, première journée de repos. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.